Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui encore, on retrouve la réorganisation de l'ORTF parmi les titres de l'actualité. Ce matin, en effet, M. Arthur Comte, le PDG de l'Office, devait annoncer au Conseil d'administration la composition des différentes directions et en principe, cela devait concerner surtout les directions des trois chaînes. Bernard Olivier. Les nominations ont été rendues publiques il y a quelques minutes. Jacqueline Baudrier prend la direction de la première chaîne, Pierre Sabag la deuxième et Jean-Louis Guillot la troisième chaîne télévision. Jacques Salbert conserve la direction de la régie radio. Les décisions prises ce matin seront commentées cet après-midi par M. Arthur Comte, le président directeur général de l'Office, qui s'adressera au personnel par les circuits intérieurs. Nous serons en mesure, à Télésoir, de vous présenter plus complètement les décisions prises par ce premier conseil d'administration. Pour le reste de l'actualité française, la parole était ce matin à M. Giscard d'Estaing. Il s'agissait de la préparation du budget 73 et un conseil interministériel devait y mettre, disons, la dernière main. En fait, il s'agissait de la première partie de ce budget, c'est-à-dire essentiellement les dépenses. Mais il faut tout de suite préciser que dans l'ensemble, il s'agirait d'un budget équilibré, c'est-à-dire essentiellement, il s'agirait d'un budget équilibré entre les dépenses et les recettes. Il est probable qu'il y aura quelques réductions des prévisions initiales en ce qui concerne certains équipements collectifs, les constructions scolaires et universitaires et aussi les routes et, paraît-il, les primes de construction. Et toujours pour équilibrer ce budget, M. Giscard d'Estaing compte sur un meilleur rendement de la fiscalité, en particulier de la TVA et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dans le domaine de l'automobile, une hausse en perspective, celle des voitures de la régie Renault. À partir du mois d'octobre, elles subiront en effet une augmentation de 2,9%. En revanche, les véhicules qui sortent actuellement présentent quelques améliorations, notamment des moteurs dépollués qui répondent, disons, aux normes européennes et aussi des serrures qui s'ouvrent automatiquement en cas de choc. Certains dockers français, par solidarité avec leurs collègues britanniques, ont entamé des mouvements de grève. Hier, par exemple, au Havre, ils ont refusé de travailler sur 2 navires en provenance de Grande-Bretagne. Il faut dire que la situation sociale en Angleterre s'est singulièrement aggravée depuis l'arrestation des 5 dockers. La Grande-Bretagne est maintenant au bord de la grève générale. Les ports britanniques paralysés par la grève de la majorité des 42 000 dockers, les camionneurs qui cessent le travail, les 50 000 employés de l'aéroport de Londres sur le point eux aussi de se mettre en grève, plus de 40 000 mineurs d'Écosse, du Pays de Galles et du Yorkshire qui débrayent par solidarité, et puis aucun journal depuis plusieurs jours à Londres, la Grande-Bretagne est vraiment au bord d'une très grave crise sociale. La plus grave peut-être depuis celle de 1926. Certains parlent même d'une grève générale qui pourrait être décidée demain lors de la réunion intersyndicale. Au départ de cette crise, 5 dockers qui remettent en question les conditions de travail dues à l'utilisation de containers. Ils forment un piquet de grève. Le tribunal des relations industrielles décide vendredi dernier de les arrêter pour violation de la loi. Depuis, chacun a durci sa position. Côté syndicat, on est décidé à aller jusqu'au bout. Monsieur Vic Feather, le secrétaire général de l'intersyndicale, après sa rencontre avec le Premier ministre hier au soir, déclarait « Aucune solution n'est possible, les grèves vont s'intensifier ». Conséquence directe, les pourparlers syndicats, gouvernement, patronat sur la situation économique du pays, prévus de longue date, sont reportés sine die. Côté gouvernement, on est très ferme aussi, on craint l'extension du conflit. Après les ennuis de la livre du mois dernier, cette crise provoquerait une rechute de l'économie et de la monnaie qui pourrait devenir catastrophique. On cherche à débloquer cette situation difficile en Grande-Bretagne. La Chambre des communes va examiner cet après-midi, au cours d'un débat d'urgence demandé par l'opposition travailliste, cette situation difficile. Et l'autre grave souci pour le gouvernement britannique, c'est évidemment l'Irlande. Hier, aux communes, M. Whitelaw, le proconsul britannique, a déclaré qu'il poursuivrait des conversations en vue de trouver une solution. Mais pendant ce temps-là, il y a eu une nouvelle violence cette nuit à Belfast. Des mitrailleuses auraient été utilisées dans un quartier catholique. Les fusillades ont fait 1 mort, 4 blessés. Et on a aussi retrouvé le corps d'un civil tué d'une balle dans la tête. La journée risque d'ailleurs d'être agitée. Les catholiques ont en effet décidé une série de manifestations. À l'étranger, il faut rappeler aussi le discours du président Sadat. Hier, le chef d'État égyptien a accusé Moscou de n'avoir pas tenu ses promesses, mais il a tenu aussi à démentir les hypothèses selon lesquelles l'Égypte se tournerait maintenant vers Washington. On attend les réactions officielles des grandes puissances.
Vietnam, un incident entre le secrétaire d'État américain, M. William Rogers, et M. Valdem, le secrétaire général des Nations Unies. Ce dernier avait fait état hier des bombardements américains sur les digues du Nord-Vietnam. M. Rogers reproche maintenant M. Valdem de se faire l'instrument, dit-il, de la propagande communiste contre les États-Unis. Pendant ce temps-là, les troupes sud-vietnamiennes semblent avoir remporté une victoire à Quang Tri. Les parachutistes de Saigon sont entrés ce matin dans la citadelle et contrôleraient toute la ville. Et puis encore une chose à rappeler sur la scène internationale, la décision des Chinois d'acheter 2 Concorde. Les appareils doivent être livrés en 1976. Pour l'instant donc 3 acheteurs fermes, la BOAC, l'Iran et la Chine. On attend toujours la confirmation d'Air France et les négociations se poursuivent avec les compagnies américaines et japonaises. La tendance à la Bourse de Paris, on surveillait le cours de l'or aujourd'hui, Gérard Vidalanche. Eh bien, de nouveaux records, en effet, à la fois sur le lingot et sur le Napoléon. 10 180 contre 10 110 pour le lingot, et pour le Napoléon, 71 francs contre 70,50. Il semble que ce soit vraiment les conséquences en quelque sorte de la situation en Angleterre qui est ranimé ce réveil, cette hausse de l'or. En ce qui concerne les valeurs françaises, c'est la poursuite de la fermeté d'hier, et notamment les grandes valeurs chimiques aujourd'hui se mettent en évidence. Rhône-Poulenc, Saint-Gobain-Pont-à-Mousson sont en forte hausse, et également on remarque des progrès assez sensibles sur de nombreuses valeurs dans différents secteurs. Donc une très bonne séance aujourd'hui à la Bourse de Paris. Décidément, les automobilistes qui empruntent les autoroutes de la région parisienne ou les boulevards périphériques ont eu bien des soucis ces jours derniers. Elles avaient déjà été inondées à la suite des orages, et hier soir, c'est une digue qui a cédé du côté de Roissy en France. Oui, ce matin, la circulation a été interrompue sur une bretelle de l'autoroute du Nord près de Roissy en France. La route a été inondée, une petite digue de protection s'étant rompue, le trop-plein d'un bassin de récupération des eaux de pluie s'est répandu sur la route. Incident sans gravité qui s'est soldé par quelques embouteillages. La circulation sera rétablie cet après-midi. D'après la météo, il y aura des orages cet après-midi et ce soir dans le sud-est de la France. Dans les régions du nord, le temps sera nuageux et brumeux. Pour le reste, quelques nuages, mais aussi de belles éclaircies. Avec l'été, comme chaque année, on craint de nouveaux incendies de forêt dans le midi de la France. Déjà la semaine dernière, 1500 hectares de maquis et de vignes ont été détruits en Corse. Et puis surtout, on se souvient des 74 000 hectares brûlés en 1970 et du drame de Tanneron. En prenant pour exemple le Var, Serge Mistret a voulu dresser le bilan de ce qui a été fait depuis cette époque pour lutter contre les incendies de forêt. Regardez. 1970, année rouge pour le Midi. Près de 74 000 hectares de forêt sont détruits par le feu dans 7 départements, dont la Corse. Le feu le plus meurtrier, celui qui touche le département du Var. Samedi 3 octobre, 13h30, près du barrage sur le Briançon, un éclair naît entre 2 câbles à haute tension, enflamme les pins desséchés par un été sans eau, le Mistral souffle, il n'en faut pas plus. C'est une vie de travail, quoi. Une vie de travail qui est perdue, mais enfin c'est pas grave puisqu'on y est. 11 morts, 20 000 hectares dévastés, pour un feu qui a mobilisé 2800 hommes en 3 jours. Ce qui s'est passé en 1970 est-il encore possible aujourd'hui? Oh, certainement. Il y a tellement peu de choses qui aient changé depuis 70 que si nous nous trouvions dans la même situation, il est possible que les mêmes événements se reproduisent. Ce qui laisse à désirer, c'est l'organisation de la lutte, c'est la structuration, ce sont les moyens de commandement. Voyez-vous, en 70, par exemple, nous avions un feu de 1200 hommes avec les véhicules. Eh bien, c'était commandé par un capitaine et un sous-officier. C'est absolument impensable. Il va bien falloir qu'un jour, on revoie ces problèmes de structure et de moyens de commandement. Et à votre avis, que faudrait-il faire pour y remédier? Il faudrait une vingtaine d'officiers supplémentaires dans le Var au niveau des corps et une quarantaine de sous-officiers qui soient capables d'organiser des groupes de commandement parce que nos officiers actuellement sont complètement débordés. Pour un département de 600 000 hectares, dont 400 000 de forêt, il y a aujourd'hui en tout et pour tout 1500 hommes disponibles, 100 de plus qu'en 70. Un corps de pompiers professionnels, 120 hommes, récemment créé le détachement de protection civile de Brignoles, une centaine d'appelés entraînés à la lutte contre le feu, 300 harkis, le gros de la troupe, 1 millier d'hommes, tous des volontaires. De qualifications inégales et de recrutement de plus en plus difficile. En cas de coup dur, il y a la troupe. Mais sa collaboration, le département doit la payer, au même titre qu'il supporte 80% des dépenses pour la lutte active,
l'État payant le reste. Monsieur André est entrepreneur de maçonnerie, pompier volontaire. Quand il intervient, il touche 6 francs 80 de l'heure. Depuis quand êtes-vous pompier? Depuis un an. Est-ce que ça vous pose des problèmes? Eh bien, il faut abandonner un chantier pour aller à un feu. Vous avez les ouvriers qui s'en vont. C'est une perte de temps, une perte d'argent à chaque fois. Ça peut varier entre quelques dizaines de milliers de francs anciens et quelques dizaines de milliers de francs lourds selon la durée du programme. Et tous les volontaires de la population sont bien entendu logés à la même enseigne? Tout le monde. On en est tous au même point. Problème numéro 1, trouver des hommes. 1970 fut un choc. La population en prit conscience. Une centaine de communes s'unirent alors et proposèrent la création de commissions communales forestières, initiative encouragée par le ministère de l'Intérieur. Le principe en est simple, la population mobilisée en cas de coup dur. J'ai été élu à la commune il y a à peu près un mois, on a été désigné. Et j'ai pratiquement pris mes fonctions il y a 2 jours, quoi. Alors vous voyez que je suis tout nouveau, en fait, quoi. Cette commission se compose de combien de personnes? Environ une quinzaine de personnes. Et ses activités? Ces activités, elles ont charge justement de participer à tous les incendies qui pourraient avoir lieu dans le département. Et surtout d'essayer de repérer tous les chemins de manière à faciliter, dans le fond, toutes les opérations d'incendie qui pourraient exister à droite et à gauche. Manque un peu de matériel, c'est bien entendu. Matériel qui n'est pas tout à fait, bien souvent, moderne, ou tout au moins, lorsqu'il y a un incendie, par exemple, on manque de moyens locaux. Sur 100 commissions créées, une trentaine seraient aujourd'hui opérationnelles. Quant au matériel, pratiquement inchangé depuis 70, 200 véhicules auxquels sont venus s'ajouter une vingtaine de véhicules neufs. L'infrastructure au sol, 37 centres de secours et d'intervention répartis sur tout le département. Le poste de commandement à Draguignan centralise toutes les informations, notamment celles que lui fournissent 3 tours de guet. Une 4e vient d'être construite sur une initiative privée, prix de revient 150 000 francs. Nous avons avec quelques voisins, nous avons eu l'idée, dans un but de prévention, dans un but de sauvegarde de cette forêt qui est magnifique, l'idée de créer une association en dehors de toute intervention officielle, sauf les concours que nous ont apportés le service départemental. Pourquoi une initiative privée? Parce que c'était urgent, il ne fallait pas attendre un déblocage de crédit ou une plus grande compréhension des pouvoirs publics. Le plus gros effort pourtant, c'est l'État qui l'a fait, en accordant la priorité à la prévention. 1000 hectares, soit 250 km de tranchées par feu supplémentaires ont été creusés depuis 70, plus 150 km de routes et de pistes dégagées par les harkis. L'eau, problème crucial, l'eau a été amenée dans des endroits escarpés par des retenues collinaires. 4 nouveaux lacs de 10 000 mètres cubes, un barrage à Valescure et le lac des Escarcets, 600 000 mètres cubes, construction achevée. À cela, il faut ajouter les patrouilles forestières, 7 en tout, et l'effort d'information entrepris auprès du public. Par contre, ce qu'on n'a pas fait et qui est essentiel et qui permettrait de limiter les dégâts, c'est le débroussaillement systématique de la forêt par des pare-feux, le cloisonnement de la forêt, et ça, c'est encore tout à fait insuffisant ou à l'état embryonnaire. Parce qu'il ne faut pas oublier une vérité absolument fondamentale dans cette affaire, c'est que finalement on arrive à traiter de façon satisfaisante 95% des feux qui se produisent. Mais ce sont les 5% de feux restants qui causent 95% des dégâts et qui causent d'ailleurs les morts et la panique. Lutte active ou prévention? Ben, il faut tout faire, il faut tout faire. Je crois cependant qu'on pourrait peut-être déjà commencer par améliorer les moyens de lutte et les amener à leur niveau maximum et penser ensuite, en fonction des résultats atteints, à un équipement du terrain qui corresponde. Je crains malheureusement, je prêche pour mon sein, qu'actuellement on s'oriente vers une politique qui soit opposée à celle-ci. Ça me désole un petit peu, mais je pense qu'on reviendra. Si nous essayons de résumer, problème de coordination, problème financier. Essentiellement problème financier. La coordination viendrait toute seule si nous avions les cadres et l'argent pour les payer. Une parenthèse, les Canadair. Il y en a aujourd'hui 10, 4 de plus sur l'aéroport de Marignane. Opérationnel à 90%,
mais dispersés sur 9 départements. Principale critique, il coûte cher, 8 millions de pièces. Pourtant, on les réclame à corps et à cri quand la forêt brûle. 5 tonnes d'eau d'un coup sur un feu, c'est souvent efficace. Voilà donc le bilan. Mais a-t-on réellement tiré la leçon de 70? Un chiffre, le Var consacre 2,5% seulement de son budget annuel pour les crédits de fonctionnement, lutte et prévention anti-feu. La forêt, aux 2/3, elle est propriété privée. L'État accorde des prêts pour débroussailler, mais les gens ne veulent pas investir. La lutte active, point positif, le plan Mistral. Évaluation des risques d'après l'état du terrain et la météo, mise en alerte générale des moyens d'action en cas de danger, commandement unifié, tout cela peut être efficace pour des feux de moyenne importance. Il a beaucoup plu cette année. L'herbe a beaucoup poussé, elle est haute. Il suffirait que le Mistral souffle pour la dessécher, pour qu'elle soit alors un aliment idéal pour le feu. Un mégot, un campeur imprudent, car dans 98% des cas, c'est l'homme qui est à l'origine des feux de forêt. Le Mistral souffle, et alors on pourrait revoir ce qui s'est passé en 1970. Un vent qui souffle à 120 km à l'heure, on ne peut pas l'arrêter. Joatia, celui qu'on appelait le roi du non-lieu, qui était également le lieutenant de Pierrot le Fou, vient de mourir. Depuis 5 ans, le gangster était atteint d'un cancer à la gorge. L'histoire de sa vie est d'ailleurs un véritable roman de la série noire. Il fallait bien que sa mort s'accompagne d'un mystère. Au moment où il succombait, son appartement était cambriolé, un appartement qui se trouve au-dessus du bar Le Gavroche, où Christian Jubin, en 1969, avait tué, vous en souvenez peut-être, 2 personnes et enlevé la fille, justement, de Joatia. Une confirmation dans l'affaire de Bruay-en-Artois, c'est bien le juge Sablérol qui désormais sera chargé du dossier. Pendant ce temps-là, le juge Pascal a transmis au procureur de la République de Béthune la plainte d'une jeune femme de 21 ans qui affirme avoir subi des violences de la part de Maître Leroy il y a de cela 4 ans. Et puis à propos de la découverte de laboratoires de drogue clandestins dans le Midi, les frères Long, qui en étaient propriétaires, ont indiqué au cours de leurs interrogatoires les adresses de 2 autres installations qu'ils avaient utilisées dans ce même département du Var. Notre rendez-vous maintenant avec les nouvelles collections d'hiver. L'invité d'Annick Beauchamp, aujourd'hui, André Courrèges. André Courrèges, bonjour. Vous avez présenté ce matin pour la première fois votre nouvelle collection. Alors, vous avez gagné le combat? Non, il ne faut pas chercher à gagner, il faut le faire. Il y en aura d'autres. C'est un combat de plus, ni plus ni moins. Au contraire de Paco Rabanne, qui était venu hier nous présenter une micro-robe du soir, vous nous proposez une tenue de ville, mais une tenue somptueuse, puisque le petit boléro est en vison blanc, tout simplement. Oui, il faut démystifier le vison. Je crois qu'il faut lui donner une allure beaucoup plus décontractée. Et puis c'est un thème de ma collection, c'est un thème de blouson avec des ensembles à pantalons. Et je crois que c'est le blouson en général, c'est un des cas de ma collection. Démystifier le vison, j'espère que les fourreurs vous entendent en ce moment. Vous êtes pour le pantalon, si je comprends bien? Toujours, je l'ai toujours été. Et au-dessus du pantalon, il fallait une tenue très décontractée. Et c'est le blouson avec toutes ses formes, qu'ils soient en vinyle, qu'ils soient en lainage ou qu'ils soient en fourrure, comme il y a dans la collection. Quelles sont les idées qui, à votre avis, vont retenir l'attention des jeunes, que ces jeunes pourront adapter, si vous voulez, dans leur tenue tous les jours? Je crois qu'ils ont déjà pris depuis longtemps le pantalon et il fallut lui donner quelque chose de plus confortable. Je crois qu'avec un blouson de toute forme et de toute matière, je crois que ça c'est un des points essentiels pour les jeunes. Il y a aussi les coloris dans la collection, cette joie de vivre que j'essaie de mettre même en hiver, et les coloris et les matières. Et le revers au pantalon, je le signale, car maintenant il ne faut porter des pantalons qu'avec revers. André Courrèges, est-ce que vous... Non, vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas, on peut en porter avec, sans, il faut pas être enfermé. Bon, est-ce que vous avez pensé à la femme de 30-40 ans dans cette nouvelle collection? Oui, j'y pense beaucoup parce que c'est une femme qui m'intéresse énormément. C'est la femme qui conserve morphologiquement la même allure souvent que la femme que lorsqu'elle avait 18 ans. Et je pense qu'elle est très influencée, elle est très imprégnée par ce que portent les jeunes, mais avec... dirons-nous, une certaine recherche, elle va moins hors des limites. Elle est moins excentrique que les jeunes. Mais vous avez l'impression qu'au fond, le mouvement est constamment donné par les jeunes. La mode n'est plus inspirée maintenant par les femmes de 30-40 ans. Oui, parce que je pense, comme dans le domaine sportif, les exploits ils se font avec des jeunes et actuellement qu'il n'y a pas de limitation financière, c'est-à-dire qu'un jeune peut s'habiller un peu comme il a envie, il n'a pas de passé, automatiquement il va vers les choses fonctionnelles ou les choses nouvelles. Et automatiquement, la mère voit sa fille ou elle voit les jeunes et elle en fait le tri, elle en fait une sorte de synthèse qui lui convient. Elle n'est pas folle, la femme de 40 ans, absolument pas, et elle prend ce qu'il y a de bon. Vous parlez de couleur.
couleurs. Et vous parliez de couleurs gaies, bien entendu, car je n'ai jamais entendu l'ombre d'un couturier parler de couleurs tristes pour annoncer sa collection. Quelles sont vos couleurs, André Courrèges? Mais je pense que dire qu'on fait des couleurs gaies et les faire, c'est deux choses différentes. Oui, c'est sûr. Alors, mes couleurs, ben, c'est toujours pareil. Je varie très peu. Il y a du blanc, mais il y a toute la gamme des couleurs violentes. Ça peut être des rouges, ça peut être des jaunes, mais nous avons essayé de faire des nouvelles teintes dans les verts fondus, dans les roses fondus, et c'est des choses formidables parce que je trouve que c'est une nouvelle voie. Je voudrais vous poser une question un peu indiscrète. Vous êtes un couturier anticonformiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'aimerais savoir comment vous acceptez de jouer le jeu de la haute couture, c'est-à-dire de la collection que l'on présente 2 fois par an, en invitant des spécialistes, des gens de la presse, etc. Bon, si je pouvais volontiers, je mettrais tout ça par terre, parce que ça ressemble à rien. Premièrement, je trouve que les gens qui vont au cinéma ou qui vont voir une présentation de collection, ils y vont pour passer du temps, mais ils n'y vont pas avec une certaine joie de vivre, une certaine confiance, comme les jeunes, ils vont voir quelque chose, ils s'enflamment. Bon, eh bien, ces gens, ils sont passifs, il faudrait peut-être leur faire passer le mannequin. Je crois que je vais essayer, j'ai un mannequin qui est pas mal, et la prochaine fois, je vais lui faire des tenues, ce mannequin passera sur les mains. On va voir ce que ça va donner, si ça va réveiller un peu la foule. Ça manque d'enthousiasme à ce point? Je crois que c'est général. Il y a un manque d'enthousiasme, un manque de joie de vivre. Nom d'un chien, mais la vie est très belle, quoi. Le matin, il fait beau, c'est formidable. Donc, les gens devraient regarder ça avec quand même beaucoup de générosité. On se tue, on est en train vraiment de se crever pour essayer d'apporter quelque chose de joli, quelque chose d'amour dans les vêtements. Et puis, les gens sont là, souvent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut leur faire? Il faut leur mettre un réacteur derrière ou quoi? Merci André Courrèges. Demain, nous retrouvons Annick en compagnie d'un autre invité. Il s'agira de Guy Laroche. André et Brigitte viennent d'être démobilisés. Ils quittent l'armée et prennent leur retraite maintenant sur la Côte d'Azur. André et Brigitte, ce sont 2 dauphins qui, depuis 3 ans, sous les ordres d'un véritable lieutenant-colonel, s'entraînaient à des missions militaires de détection et de sauvetage. Le ministère de l'Armée a considéré qu'ils revenaient un petit peu trop cher et les 2 dauphins ont été transportés au zoo marin d'Antibes. On a écrit beaucoup de choses à propos des dauphins. C'est en tout cas un animal passionnant qui semble attiré, vous le savez, par l'homme et doué aussi d'une grande intelligence. Les hommes et les dauphins réussiront-ils un jour à communiquer véritablement? Avec cette enquête de Roger Pic, vous allez voir des images étonnantes. Vous verrez aussi que notre équipe de reportage a très vite gagné la confiance de nos amis les dauphins. Les dauphins. Une première. Si le show business fait des dauphins les vedettes des cirques marins et des feuilletons de télévision, ce prodigieux animal, notre cousin des mers, fait l'objet d'études passionnées dans le monde entier. Notre équipe, avec ses caméras et ses enregistreurs sous-marins, s'est lié d'amitié avec les pensionnaires du plus grand océanarium d'Europe. Au Marineland d'Antibes, les chercheurs français espèrent disposer bientôt de bassins et d'animaux spécialement affectés aux expériences scientifiques. Les légendes, la science-fiction et les secrets militaires font du dauphin l'animal le plus mystérieux et le plus convoité. Que savons-nous de lui ? Comment envisage-t-on d'utiliser ses exceptionnelles capacités aquatiques? Les dauphins ont toujours eu un comportement fraternel avec l'homme. Même quand ils sont pourchassés, blessés par des pêcheurs, jamais ils n'ont attaqué ou mordu. Et pourtant, avec ses 88 dents effilées, la mâchoire paraît bien redoutable. Dès notre première plongée, Splash jouait avec nous comme si nous étions de vieux compagnons. Ses sifflements, pépiments, nasillements devenaient de plus en plus fréquents. 4 hommes et un dauphin dans un bassin, et le monde du silence est plein de bruits étranges et de sons que l'on voudrait bien comprendre. Le dauphin n'a pas de corde vocale. Sa bouche ne lui sert qu'à avaler les poissons sans les mâcher. Ses poumons s'emplissent d'air quand il fait surface par l'intermédiaire de l'évent,
cette espèce de soupape qu'il a sur le dessus de la tête. Les sons qu'il émet sous l'eau sont transmis par la mâchoire supérieure et le renflement de la partie antérieure de sa boîte crânienne. Simultanément, plusieurs émissions différentes sont contrôlées et modulées. Il faut distinguer d'une part les signaux d'écholocation, c'est-à-dire le système sonar ou hydroradar qui permet aux dauphins une détection sous-marine très supérieure à celle de nos engins électromécaniques. D'autre part, une émission de sifflements, craquements et cris divers correspond au langage que les savants et spécialistes s'efforcent de déchiffrer. Il semble bien que les dauphins utilisent une combinaison signalétique très complexe, donc un langage et un vocabulaire dont il faut trouver la clé. Ça va, Splash? Ça va? Ah oui, hein? Beaucoup de chercheurs attribuent aux dauphins une intelligence remarquable. Si l'on compare les rapports poids du cerveau avec le poids du corps, nous avons 2% pour l'homme, 1,2 pour le dauphin et 0,7 pour le chimpanzé. Les dresseurs obtiennent dans leur travail des résultats très rapides. Très souvent, dans les Marineland, lorsqu'un nouveau dauphin non dressé est mis en bassin, les autres lui apprennent les exercices et lui font répéter le spectacle. Mais le secret est bien gardé sur les performances que les militaires arrivent à obtenir des dauphins. Ça va? Oui? Bon, d'accord. Comme je dis avant, le dauphin, il travaille pour n'importe qui. Il aime tous les hommes. S'il vous vient ici de 2 heures le matin, le dauphin, il vient pour l'accompagner, pour parler avec l'homme, pour voir qu'est-ce que se passe. Et moi, je travaille avec l'animal tout le temps. Pour moi, il connaît moi, sans doute. Et je crois, s'il n'aime pas, il ne vient pas. Oui. Il reste à côté. Est-ce que l'on peut dire qu'il arrive à s'établir une communication entre vous et Splash, par exemple? Sûrement, il y a une communication entre moi et Splash. Mais on ne peut pas dire qu'il arrive à comprendre la parole, les mots que vous pouvez lui dire? Il connaît le son, oui, il connaît le son de voix, et c'est possible pour dresser les dauphins seulement avec les voix et les sons. Pensez-vous que Splash, qui est habitué à cette captivité, si vous l'emmeniez au large, en Méditerranée, oui. Pensez-vous que vous puissiez vous remettre en eau profonde avec lui et qu'il reste avec vous, ou est-ce qu'il choisirait la liberté? Je connais Splash très très bien maintenant. Je suis certain qu'il reste avec moi. Actuellement, en France, le docteur Albin Diedzik est le seul chercheur de l'Institut national de la recherche agronomique qui soit en contact avec les dauphins. C'est lui qui, avec des hydrophones ou micros sous-marins, réalise les différents enregistrements qui permettent l'étude du langage et des signaux sonars. La gamme la plus grande des sons émis par le dauphin est en dehors des limites de la perception de notre oreille. Il faut un appareillage très complexe pour les transposer sur le papier en une série de graphiques ou sonogrammes. L'électronique et les ordinateurs sont alors utilisés pour analyser, classer les clics et les sifflements des dauphins et découvrir les secrets de cette musique abstraite. C'est à Lyon, à l'Institut de chimie et physique industrielle, que les signaux et échos du sonar sont étudiés. Le sonar est l'appareillage que nous utilisons pour la détection dans l'eau. C'est le même principe que celui du radar. Une émission d'ultrasons permet avec ses échos de lire par exemple le relief des fonds marins et de détecter la présence des autres bateaux. On dit généralement que le dauphin a des capacités avec son système sonar tout à fait exceptionnelles. Est-ce exact? C'est assez exact. Le dauphin, ou plutôt les différentes sortes de dauphins, ont des particularités de l'émission sonar qui rendent leur performance de détection assez remarquable. Par exemple, le marsouin est capable de détecter à plusieurs mètres, en étant aveuglé, des fils métalliques de cuivre de 0,2 mm de diamètre ou des fils de nylon dont le diamètre est inférieur à 1 mm.
Passer aux applications pratiques revient à dire que l'on peut faire un modèle du système biologique pour le transposer en un appareil construit de manière artificielle avec notre technologie humaine. C'est ce qu'on appelle la bionique. La bionique nécessite une connaissance biologique et une connaissance des signaux émis des sonars très grande, et nous sommes loin d'avoir cette connaissance actuelle. On peut espérer qu'à l'avenir, on puisse faire des appareils, par exemple de communication, de langage avec les dauphins, mais actuellement, ce ne sont que des projets. Le patron du Coriandre connaît bien les dauphins. M. Cavelius, cinéaste amateur, a été avec lui le témoin d'une touchante histoire. Vous avez eu plusieurs expériences en haute mer avec les dauphins. Pouvez-vous nous les raconter? Écoutez, je vais vous parler de celle qui m'a paru la plus étonnante, aussi bien pour moi que pour les autres. C'est le jour où nous avons compris au bout d'un certain temps, je dois le dire, nous n'avons pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Cette bande de dauphins, de gros dauphins, qui chassaient vers nous un petit qui était nettement en difficulté. Nous avons compris d'ailleurs qu'il était en difficulté qu'au bout d'un certain temps. Au lieu de jouer à l'avant, il ne jouait absolument pas, il sautait mais visiblement, vous savez, quand vous voyez les dauphins sauter en marche normale, vous avez là toujours l'impression qu'ils rient. Là, le comportement était différent. Ils allaient jusqu'à, en somme, nous barrer la route, si je peux dire. Et alors, quand nous nous sommes arrêtés, à ce moment-là, le jeu des dauphins est revenu beaucoup plus près de nous et il poussait manifestement ce petit vers nous. Le petit, quand je l'ai appelé de l'avant du bateau, est venu vers nous, est venu à la voix, ce qui nous a donné un choc. Alors le jeune Alfieri qui était avec moi n'a pas hésité à sauter à l'eau. Il est extrêmement curieux de voir cette bête comprendre comme un animal domestique et venir vers Alfieri qui l'a pris dans ses bras et il est mort dans ses bras. La sécurité maritime s'intéresse elle aussi aux dauphins. À la caserne des pompiers de Nice, le capitaine Arlot, responsable du secours en mer, croit beaucoup en eux. Vous espérez avoir des dauphins à votre disposition? Oui, Pourquoi? certainement pour le secours aux noyés, car le dauphin possède des sens très perfectionnés de recherche d'écolocalisation et ils peuvent retrouver dans une eau très chargée les corps qui ont pu être immergés, les gens qui ont pu disparaître très rapidement et nous les apporter au besoin. Et vous pensez pouvoir dresser facilement des animaux pour être l'auxiliaire des sauveteurs? Oui, nous le pensons, car cette expérience a déjà été faite en Afrique du Sud, en Australie et chez les Américains. Pour vous, le dauphin maître baigneur, c'est pour bientôt? Oui, dans un avenir assez proche. Autre pensionnaire des centres de recherche sur les cétacés, l'orque ou épaulard fait preuve lui aussi d'une certaine adaptation au voisinage de l'homme. Sa taille peut atteindre 10 mètres et son poids 12 tonnes. Très vorace, il se nourrit en mer de marsouins et de phoques. On le surnomme la baleine tueuse. Ici, en captivité, il se contente de 40 kilos de hareng par jour. Il n'a encore que 2 ans et pèse 3 tonnes. Madame Busnel, vous dirigez avec votre mari le laboratoire de physiologie acoustique de Jouy-en-Josas. Où en est-on dans la recherche sur le dauphin? Où en est-on en France par rapport aux autres pays? Vous m'auriez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu, nous sommes dans certains domaines en avance sur les États-Unis, malgré les énormes équipes qui travaillent la question dans ce pays, comme d'ailleurs en Russie. Vous me la posez cette année, je suis obligée de dire que nous sommes maintenant très en retard, car depuis 3 ou 4 ans, nous n'avons pas eu de crédit pour travailler sur ces problèmes particuliers, encore que nous travaillons sur d'autres animaux, mais sur le dauphin, nous n'avons pas eu de crédit et nous avons malheureusement pris un retard très notable. Pensez-vous que les dauphins puissent un jour parler notre langage? Que nous leur apprenions notre langue avec l'organe phonatoire qu'ils ont, me semble des plus improbables. Mais vous pensez quand même que nous pourrons communiquer, alors nous, en parlant le langage des dauphins, que nous pourrions parler avec eux? Oui, je pense que un chercheur américain, le professeur Bateau, avait créé il y a quelques années une machine qui transformait la parole humaine
en sifflement de dauphin, et le sifflement de dauphin en ce qui ressemblait à de la parole humaine. C'était là une approche particulièrement intéressante pour essayer de communiquer et d'apprendre un vocabulaire commun. Depuis 1970, un décret interdit en France de chasser et de détruire les dauphins et marsouins. Leur capture est également prohibée, sauf pour la recherche scientifique. La préservation des mammifères marins est un problème que tous les zoologistes et chercheurs préconisent. Si, comme l'affirment bien des savants, la survie de l'humanité dépendra dans quelques années de l'exploitation de la mer, saurons-nous faire des dauphins nos compagnons, nos alliés? Déjà, les travailleurs sous-marins, les aquanautes des maisons sous la mer, font des expériences fructueuses. Déjà aussi, l'armée américaine les aurait engagés dans la guerre du Vietnam. Dauphin, mon cousin, les hommes sauront-ils ne pas trahir la confiance que tu leur manifestes? Saurons-nous rester dignes de ton amitié? Tout cela laisse un peu songeur, non? Nous avons rendez-vous maintenant avec la bourse, deuxième rendez-vous, en compagnie de Gérard Vidalange, pour les cotations. Gérard. Oui, avec une bourse très fraîche au fond ce matin, des hausses, et venons tout de suite au marché de l'or. Ces cours records, donc de 10 180 sur le lingot, 71 francs 20 sur le Napoléon. Le lingot aura progressé de 35% depuis le début de l'année, c'est tout de même assez spectaculaire, et le Napoléon de 12%. On peut noter que l'or est plus cher actuellement qu'à Londres. C'est tout de même un phénomène assez exceptionnel, car nous étions au contraire plutôt en retard. La rente Pinet, qui est indexée sur l'or, inscrit également son meilleur cours, 182 francs 20, mais puisque je vous disais tout à l'heure que le Napoléon était en progression de 12%, la rente Pinet est-elle depuis janvier en progression seulement de 9%. La Caisse de l'énergie, 665, cours record. Alors là, je crois que cela mérite une explication. Voilà en effet un emprunt qui a progressé de 25% depuis janvier. Pourquoi cette hausse insolite? Eh bien, c'est un emprunt indexé, mais indexé sur les ventes de l'électricité de France et de gaz de France. Or, ces ventes progressent de 11% en moyenne par an, si bien que depuis 20 ans, la prime de remboursement de cet emprunt a été multipliée par 3. Matériel électrique, des hausses sur DBA, Signaux, nous verrons tout à l'heure Alstom, et également dans la plupart des compartiments des valeurs françaises, on enregistre des progrès de 2 à 3% aujourd'hui. Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, ici, à 194 et même 196 en séance, alors que les banques sont plus calmes. Moët-Hennessy, recherché également par l'étranger, se distingue aujourd'hui. Il y a des achats notamment anglais. Voici d'autres hausses. Redoute, Docrémois, Poquelin, Sovac parmi les établissements spécialisés dans le crédit immobilier, le crédit automobile, et tout de même des baisses, peut-être davantage du côté des laboratoires pharmaceutiques comme Roussel ou Claf, 6 francs 50 de moins aujourd'hui. La corbeille des agents de change, alors là il y a un festival de hausse, et notamment sur Rhône-Poulain qui a débordé le cours de 170. Nous y allons tout de suite. L'Oréal, vous voyez, à 2145. Et surtout l'UCB, vous voyez l'obligation, mais au-dessus du cours de l'obligation, il y a le cours de l'action qui a débordé le cours de 900 à 903 contre 883. À la corbeille des agents de change, donc Alstom, Rhône-Poulenc, Citroën. Voici encore quelques valeurs étrangères, mais je crois qu'il est plus intéressant de voir tout de suite les grandes valeurs françaises. Crédit foncier stable. La Française des pétroles également s'est détachée. CGE pratiquement inchangé. Alors voici les cours en forte hausse. Française des pétroles à 214. BSN également en progrès. Et Rhône-Poulenc 172. Nous verrons que Péchinet également a emboîté le pas. C'est la PUC, Péchinet Eugène Kuhlmann, 151. Donc, très bonne séance aujourd'hui à la Bourse de Paris. À vous, Jean-Michel Desjardins. Une dernière information qui me vient du Portugal. Le collège électoral a voté aujourd'hui la reconduction du président de la République, l'amiral Américo Thomas, pour un nouveau mandat de 7 ans. Les saints du jour, aujourd'hui, Saint-Jacques le Majeur, Saint-Christophe et Sainte-Valentine. On fête également aujourd'hui James et Jim.
Saint Jacques était l'un des 12 apôtres, il a été le premier à subir le martyre, il a été décapité à Jérusalem vers l'an 42. Il est le patron des pèlerins en raison du pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Demain, Sainte Anne et ses dérivés, Annie et Annette. Et je vous rappelle l'information que nous vous donnions au début de ce journal. M. Arthur Comte, le PDG de l'ORTF, a nommé Mme Jacqueline Baudrier, directeur de la première chaîne, M. Pierre Sabac, directeur de la seconde chaîne, et M. Jean-Louis Guillot, directeur de la troisième chaîne. Bon après-midi à tous.